Merci Sophie. Là, je me trouve derrière sur OpenField devant une parcelle de 7 hectares où a été testée un peu la modulation intraparcellaire. Donc on va parler tout de suite agriculture de précision. Si produire plus vert, c'était plus rentable. Et pour ça, je suis avec Valentin Bruel, qui est ingénieur conseil pour BIAPI. Valentin, bonjour. L'agriculture de précision, déjà de quoi parle-t-on aujourd'hui ? Alors l'agriculture de précision, c'est un concept qui va faire appel à beaucoup de notions. Quand on parle d'agriculture de précision, on pense à agronomie, on pense à pédologie, on pense à conduite des cultures, on peut penser également à nouvelles technologies, à matériel agricole. Mais pour nous, BIAPI, si je peux aller à l'essentiel, l'agriculture de précision, c'est la recherche de l'efficience. L'efficience de toutes les interventions que l'on va mener sur une parcelle, de tous les apports possibles que l'on va mener sur une parcelle. Alors pour arriver à cette efficience, en agriculture, il y a beaucoup de manières, beaucoup de leviers possibles. Le premier pour nous, ça va être la segmentation des parcelles. Alors, segmentation, en d'autres termes, c'est le zonage finalement. On va recréer des zones dans la parcelle de manière en fait à recréer des zones homogènes plutôt qu'avoir de l'hétérogénéité intraparcellaire. Donc là, c'est ce qui a été fait ici derrière nous. Expliquez-nous un peu le principe de la modulation. Quelle est la première étape ? On arrive devant cette parcelle qui est un petit peu vallonnée. Qu'est-ce qu'on regarde ? Alors, sur une parcelle comme celle-ci et un petit peu sur toutes les parcelles que l'on va mener en agriculture de précision, si je peux rester un peu plus global pour le moment, une fois qu'on a fait le travail de zonage, l'idée c'est d'aller chercher et d'aller identifier des facteurs limitants. Alors comment on identifie un facteur limitant ? Ça peut être par des mesures, grâce à des capteurs, ça peut être par des observations. Une fois qu'on a fait ce travail d'identification de facteurs limitants, on va ensuite arriver à la dernière étape qui est l'optimisation en modulant les pratiques. Alors sur cette parcelle-là, l'idée ça a été d'identifier le facteur limitant, on va dire plus profondeur de sol, réserve utile. Donc la première étape qui a été faite sur cette parcelle-là, c'est une mesure de conductivité. On a fait une mesure de conductivité électrique du sol pendant l'hiver. Donc ça veut dire quoi ? On plante un piquet tous les mètres pour savoir quelle est la conductivité du sol ? Alors, pourquoi pas, mais non, nous on est sur des méthodes avec un peu plus de débit de chantier. Et donc là, c'est une méthode avec un conductivimètre qui est traîné sur un quad, qui est traîné par quad sur un traîneau. Et donc on va passer dans la parcelle tous les 12 mètres pour établir une carte de conductivité électrique du sol, qui est une première étape de révélation de zone hétérogène de la parcelle. Une fois qu'on a fait ce travail de zonage au préalable, on vient positionner, donc en concertation avec le technicien et l'agriculteur, on va positionner des fosses pédologiques. Donc là sur la parcelle, on en a mis 5, bien répartis, de manière à aller qualifier chaque zone de sol de la parcelle avec une vraie analyse pédologique sur chaque profil. Donc ça veut dire faire une fosse et faire un profil cultural, voir comment le sol et comment le blé a pu réagir en dessous, quoi, la culture en place. Tout à fait. Ouais. Donc c'est vraiment, on vient analyser le sol, une fiche est remplie, donc on va décrire le sol avec finesse. Et donc là, l'idée à terme, la finalité, c'est de calculer donc une réserve utile par profil, de zoner la parcelle et donc d'identifier les zones qui vont être limitantes en réserve utile et les zones qui ont des réserves utiles un peu plus fortes. Donc là sur le panneau, c'est ce qu'on voit un peu derrière nous. On voit des zones en vert, en jaune, en orange et rouge avec des potentiels assez différents. Expliquez-nous. Ouais, tout à fait. Alors là, on est sur une parcelle de 7 hectares. Grosso modo, on a la moitié nord où on a des profils qui sont les plus profonds de la parcelle avec des réserves utiles qui vont atteindre 150 à 160 mm. Et puis on descend vers le sud, donc là on se trouve en face d'une zone à plus faible réserve utile. On a des réserves utiles qui atteignent difficilement les 50 à 60 mm. Et donc de ce zonage-là et du calcul de réserve utile, on a pu établir un plan prévisionnel fumure azotée à l'échelle intraparcellaire. Donc dans chacune des zones, on a un petit PPF qui est établi finalement. Et on le voit même de visu, alors peut-être pas à la caméra, mais en tout cas on voit que le haut de la parcelle est jaune, alors que le bas est encore un peu plus vert et profite encore des quelques gouttes d'eau qui lui restent et qui ne sont pas tombées depuis des semaines. Oui. Alors oui, là on est sur une période assez cruciale et on va dire charnière. On est sur le remplissage qui commence et le blé a tourné là depuis 2-3 jours. C'était encore plus spectaculaire début juin, mais pour l'instant c'est vrai que là on a des conditions de stress hydrique qui s'installent dans ces sols-là, alors que pour l'instant les sols les plus profonds s'en sortent mieux. Ensuite, premier apport d'azote, là on est à quelle date ? Alors le premier apport d'azote au talage, on l'a fait de manière uniforme. Donc là l'idée c'est vraiment de piloter
la fertilité azotée sur toute la parcelle en combinant nos cartes de sol, donc toute l'expertise on va dire BIAPI et sur la cartographie des sols, avec le savoir-faire de Wanaka qui nous fournit des images de télédétection, donc issues des satellites, pour pouvoir avoir une information en fait, du développement du blé. Donc la première étape, on s'est concentré sur un apport uniforme de 40 unités. Au préalable, en fait, on avait mis 40 unités en réserve pour le pilotage fin de cycle. 40 unités en réserve, ça veut dire qu'ils n'ont pas été données, quoi, qui pourront être modulées, c'est ça, oui. Alors les 40 unités en réserve vont nous servir, comme le nom l'indique, de réserve pour le pilotage courant montaison. Donc là, on les a mis de côté. On a fait un premier apport uniforme de 40 unités. Le deuxième apport, lui, a été modulé à IP 1 cm. Donc on a modulé sur la base des cartes de potentiel de BIP, donc en fonction des objectifs de production de la parcelle. Et enfin, c'est là qu'intervient Wanaka avec de l'image satellite qu'on est venu récupérer et injecter dans nos zones de sol pour pouvoir finalement affiner le pilotage de la fertilité azotée en fin de cycle en combinant objectifs de production liés à nos cartes de sol et statut de la végétation, développement foliaire issu des images satellites. Ça, c'est à quelle date de végétation à peu près? Là, on se situe plutôt mi à fin avril. On est sur des stades, dernière feuille à peu près, courant montaison, là où on va aller chercher les derniers quintaux et la protéine nécessaire. En fait, l'objectif de la modulation, c'est d'aller maximiser le rendement là où il est possible et pas forcément trop dépenser d'argent et de coûts environnementaux dans les zones à faible potentiel. Alors qu'on pourrait se dire ça peut être l'inverse finalement d'essayer d'harmoniser la parcelle et de chercher le même rendement partout. C'est pas le cas. Alors là, effectivement, c'est pas le cas parce qu'on a des sols qui sont très contrastés et on a des sols qui sont limitants. L'objectif, c'est vraiment d'optimiser les pratiques de manière à aller valoriser les sols à forte réserve utile, à fort potentiel. On va aller chercher ce que l'on peut et ce que le sol possède. Par contre, sur les sols à faible réserve hydrique, là, on sait très bien pertinemment que malgré tout, si on a des conditions un peu plus mauvaises en fin de cycle, on n'arrivera pas à atteindre les niveaux de rendement suffisants. Donc c'est vraiment de l'optimisation, vraiment apporter la bonne dose au bon endroit pour aller chercher le maximum de production sur chacune des zones de sol, tout en pensant aussi à l'impact environnemental. Si on apporte trop d'azote en sol superficiel, on sait très bien qu'il y a des conditions qui vont faire que l'azote va être lessivé, et donc là on a un bilan environnemental qui peut être très mauvais. Justement, pousser cette hétérogénéité avec la fertilisation différente, est-ce que ça n'entraîne pas aussi d'autres conséquences sur les maladies foliaires, par exemple, ou sur d'autres choses, sur des stades de récolte qui pourraient être un peu différents? Quelles sont les conséquences par rapport à une fertilité qui serait plus homogène? Alors les conséquences, on ne les mesure pas forcément aujourd'hui, mais effectivement, l'agriculture de précision et l'optimisation des pratiques, c'est une combinaison finalement de beaucoup de facteurs. Donc si on vient moduler les densités de semis, on va avoir un impact sur le peuplement végétal, donc potentiellement un impact sur les maladies qu'on pourrait retrouver. La modulation de l'azote peut aussi avoir un impact sur le développement des adventices et vice versa. Voilà. On peut avoir vraiment un enchevêtrement de conséquences. C'est tout l'idée aussi de ce genre de dispositif où on vient vraiment combiner un grand nombre d'informations. Et alors donc au final, sur le dernier apport d'azote, quelle a été la modulation là? Alors le pilotage issu des cartes de sol et de végétation, donc c'est cette carte-là, donc on avait mis en réserve 40 unités. Au final, en moyenne, on est à 50 unités réparties de cette manière-là, donc entre 18 et 65. Donc on a vraiment une ventilation de ce pilotage-là. L'originalité du dispositif, c'est qu'on n'a pas fait appliquer à l'agriculteur cette dose-là. Donc là, on a fait la modulation sur de l'apport d'ammonitrate à l'engrais, à l'épandeur, quoi. Alors qu'avant, on était sur de la solution au pulvé, quoi. C'était plutôt en solide. Mais l'idée, c'était de non pas appliquer cette dose-là, mais de la tester, de vérifier sa pertinence, d'associer deux informations sol et plante. Et donc pour cela, on a fait le choix d'appliquer 3 doses tests. Donc c'est un dispositif qui est en bande. Donc on est sur des bandes de 36 mètres qui sont liées au matériel de l'agriculteur. On a appliqué 3 doses tests, donc 0, 40, 80, de manière à ce que ces 3 doses soient représentées dans tous les types de sols. Ok, d'accord. Et de voir les effets. Donc là, on est sur une expérimentation, on va dire, un peu taille réelle, quoi. Enfin, avec du matériel agricole, sur des zones de 36 mètres, on n'est plus sur de la micro-parcelle, quoi. Exactement. Là, on est vraiment sur de l'expérimentation en bande, à l'échelle de la parcelle, à l'échelle de l'exploitation.
c'est une nouvelle manière en fait, d'imaginer l'expérimentation d'agriculture. On sort un peu du carcan micro-parcelle d'essai randomisé, où là on est... en fait, ce qui est original, c'est qu'on va se servir de l'hétérogénéité intraparcellaire comme source de comparaison entre différentes variables. Avant, ce qui pouvait être une contrainte sur des dispositifs de micro-parcelles, l'hétérogénéité peut être une contrainte. On peut mettre une plateforme sur 2 types de sols différents et avoir des effets non désirés. Là, l'hétérogénéité intraparcellaire est une source d'information. Et donc on met en place ce type de système qui fait appel au matériel de l'agriculteur, qui doit répondre à ses attentes, et puis qui pour nous, techniciens conseillers, doit permettre de récupérer de l'information très facilement et de renforcer les connaissances. Aujourd'hui, donc vous verrez un peu au niveau du résultat et des parcelles de rendement. Donc vous allez tester chaque micro-bande, chaque variable pour savoir quel a été l'effet, quoi. C'est ça. Alors, on a appliqué 3 doses tests sur tous les types de sols. Et donc l'idée ensuite, c'est une fois qu'on aura récupéré la carte de rendement, qu'on l'aura nettoyée et traitée selon un protocole assez précis, on va pouvoir injecter cette donnée de rendement dans toutes les zones que l'on voit ici. Et on pourra, par de l'analyse géostatistique, analyser le comportement du rendement en fonction de la dose d'azote qui est pilotée et en fonction du type de sol sur lequel on se trouve. Aujourd'hui, donc là, c'est ce que vous proposez chez Biapi. Comment ça va se commercialiser, se mettre en place? Est-ce que c'est déjà le cas? Est-ce que c'est à venir? Alors là, on est sur un dispositif pour montrer le partenariat qui a été mis en place entre Wanaka et Biapi. C'est une solution que l'on va commercialiser très prochainement pour la prochaine campagne. Toutes les modalités et l'offre commerciale sera présentée à l'automne prochain. Mais c'est vraiment l'idée, c'est d'associer les 2 expertises entre la carte de sol et la carte de végétation. Donc, et oui, parlons un peu coût là aujourd'hui, de combien ça coûte aujourd'hui de faire une analyse de sol au niveau parcellaire pour un agriculteur, et quel retour sur investissement possible on peut en avoir? Alors combien ça coûte, c'est plutôt combien ça rapporte. Mais combien ça coûte, un diagnostic potentiel, il faut à peu près situer sur une cartographie intraparcellaire des sols, on est aux alentours de 60 € de l'hectare. Ensuite, on va pouvoir moduler et piloter la fertilisation azotée avec des offres complémentaires qui vont intégrer, pourquoi pas, la végétation. En termes de fertilisation azotée, nous, ce qu'on calcule souvent, c'est des retours qui se situent entre 20 et 60 € de l'hectare par an. Donc là, j'avais fait un calcul assez rapidement sur la parcelle par rapport à une pratique historique de l'agriculteur standard. Là, on serait sur un retour autour de 45 € de l'hectare sur le dispositif qui est mis en place et cette modulation et le pilotage de l'azote qui a été mis en place. Sachant qu'une fois que la carto est faite, elle ne bouge plus beaucoup. Une fois que la carto est faite de potentiel, celle-ci ne bouge pas. On est sur de l'analyse physique des sols, la conductivité ne bouge pas, les profils de sol ne bougent pas, et donc on est sur une carte que l'on va pouvoir valoriser pour de la modulation de l'azote, mais pourquoi pas pour d'autres applications, de la modulation de semis ou de la modulation des fongicides par exemple. D'accord. Et si on ouvre un peu à l'agriculture de précision, aujourd'hui chez Biapi, vous voulez moduler d'autres facteurs, je pense par exemple au semis ou à d'autres types de fertilisation? Alors, ouais, là on est vraiment centré sur l'azote, mais aujourd'hui on propose déjà des services qui permettent de moduler, de caractériser l'hétérogénéité intraparcellaire des teneurs minérales. Donc on vient moduler en fait la fertilisation de fond, tous les engrais, PK et le cholage. Et effectivement, sur la base de ces cartes de sol-là, on va pouvoir moduler les densités de semis et pourquoi pas également d'autres applications issues de cartes de végétation comme les fongicides par exemple. On est également en réflexion sur une problématique qui est croissante, c'est sur l'eau, et pourquoi pas intégrer ces cartes de sol-là pour aller piloter et moduler l'irrigation demain. D'accord. Donc demain, on pourra moduler les fongies, l'eau, la fertie et la densité de semis. Ça va devenir... il va falloir changer les réglages en tous les mètres. Alors. Ce sera dans les normes et le matériel le permettra. Il faudra changer les réglages, il faudra juste prendre conscience et faire le pas de nouvelles pratiques, mais ça va devenir du standard. Et quand on parle de retour sur investissement et de rentabilité, plus on va moduler d'intervention, plus le retour sera rapide et conséquent. C'est aussi ça qu'il faut prendre en compte. Et également des bénéfices pour l'environnement, parce que c'est autant d'unités d'azote ou de litres d'eau non gaspillés, quoi. Bah oui, ça fait écho en ce moment. Apporter une même dose d'eau sur toute une parcelle, plutôt que d'aller valoriser les zones qui le peuvent ou non, demain pour l'eau ça va être un enjeu majeur. Aujourd'hui, en termes de fertilisation azotée,
On le voit très bien, hein, on a des contraintes qui vont arriver de plus en plus au niveau des exploitations agricoles. Et avoir ce type de pratique, c'est déjà montrer comment on travaille, montrer au pouvoir public qu'on est capable de faire des choses pour justement ne pas surfertiliser et aller chercher et avoir un impact environnemental, du lessivage, etc., des nitrates. Les promesses de l'agriculture de précision. Eh bien, merci Valentin Bruel, pardon. Et puis on repasse l'antenne à Sophie sur le plateau d'Open Field.